ça. Carré quoi. Vas-y, c'est carré. Hein. Ok, c'est carré. Bienvenue sur C'est Carré. Bonjour Pierre-Marie. Salut. Qu'est-ce que tu fais à Artifarty? Quel est ton rôle à Artifarty? Alors à Artifarty, je m'occupe de la direction artistique d'Artifarty, c'est-à-dire des événements qu'on organise comme Nuit Sonore par exemple. Je m'occupe également de la coordination artistique du Sucre, qui est un projet qui est géré par Artifarty. Et également, cette année particulièrement, je me suis occupé de la co-direction du festival Nuit Sonore. D'accord. Quelle est la place de l'artistique et de la direction artistique au sein d'Artifarty? Je dirais que ça fait partie vraiment de l'ADN de l'association depuis le début, il y a presque 20 ans, il y a 18 ans maintenant. Aujourd'hui, Artifarty s'est créé pour faire notamment le festival, mais pour présenter principalement des artistes au public. Je pense qu'aujourd'hui, la direction artistique d'Artifarty fait aussi son identité. On a une certaine manière de faire de la direction artistique. Je dirais qu'on travaille de manière collégiale depuis le début. C'est vraiment une discussion entre plusieurs personnes et l'idée est avant tout de parler de l'histoire des musiques électroniques et de la rapprocher avec des acteurs, on va dire, innovants, émergents. C'est essayer de raconter cette histoire qui est assez récente finalement dans l'histoire de la musique, qu'on pourrait dater, on dirait, au début du XXe siècle avec le bruitisme qui nous amène jusque-là aujourd'hui en 2021. On essaye un peu de raconter tout ça au travers de nos événements, au travers des différents médias, au travers de ce qu'on fait. Donc finalement, la direction artistique, elle permet d'exprimer l'identité d'Artifarty. Elle permet en tout cas d'amener une vraie parole éditoriale. Aujourd'hui, on se sert de l'artistique pour parler de différents sujets, que ce soit une certaine scène engagée dans le monde, parler des cultures queer, parler des cultures urbaines notamment, parler aussi de cette histoire-là. Ça nous permet en effet de toucher aussi des communautés différentes selon ce qu'on programme. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'artistique aussi anime différents publics qu'on essaye de réunir une fois par an, notamment avec le festival. Salut les gars, ça va ou quoi? Vous êtes de Lyon? Ouais. Ok. On est de Lyon, ouais. Est-ce que ça vous fait du bien de ressortir un petit peu avec cette situation du Covid là? Grave, franchement, c'est un plaisir. On n'attendait que ça. Franchement, on n'attendait que ça. On voulait venir l'année dernière, il n'y avait pas, et là on est trop heureux. Je pense que les open air, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En plus, c'est gratuit et ça, c'est vraiment cool. Et non, franchement, ça fait du bien. Enfin, de ne pas avoir son masque, je pense que c'est un vrai bonheur. Ça fait bien plaisir. Après, c'est bizarre de se réhabituer, tu vois. Genre, ça fait longtemps qu'on a été un peu bridés et du coup, de retrouver toute cette ébullition, ça fait bizarre. C'est un peu euphorique, mais c'est tout d'un coup bizarre quand même. Genre, c'est trop d'un coup, tu vois. C'est la première fois que vous venez à Nuit Sonore, non? Ouais, moi, c'est vrai. Toi, t'es une habituée des lieux, tout ça? C'est la première fois que vous venez à Nuit Sonore? Non. Oh là non. Ça fait déjà plusieurs années, ouais. Un bel historique. Vous êtes des habitués de Nuit Sonore? Ouais, exactement, ouais. Je savais, je suis allé vers les bonnes personnes. Je savais déjà. Et cette édition, elle est comment vous la sentez? Elle est un peu particulière par rapport aux autres éditions? Elle est meilleure? Elle est moins bien? Complètement particulière. Déjà, c'est pas déjà la même saison, enfin au même mois. Avant, c'était toujours en mai. Le format est pas du tout pareil parce qu'il n'y a déjà pas d'extra. C'est pas comme avant. Le genre Nuit Sonore était éclaté dans tout Lyon. C'était vraiment un event urbain dans tout Lyon. Et là, on sent que il y a des restrictions, c'est normal. Donc, moi, je dirais, comme ils le disent, c'est un Nuit Sonore hors série, vraiment quelque chose à part au final. Mais là, c'est notre première journée ici. Et je pense que ça va bien gérer, ça va être cool. On a assisté à cette édition en 2021 à Nuit Sonore hors série. C'était écrit sur les affiches et vous avez vraiment mis ça en évidence. Quelles ont été les spécificités en dehors des règles, en dehors de la situation sanitaire et de la crise sanitaire qu'on a connue?
c'est difficile de répondre à cette question sans parler du contexte sanitaire qui nous a poussé à faire cette édition un peu spéciale. Il faut savoir qu'à la base, c'était une édition qu'on devait faire assise. Donc effectivement, ça peut paraître très disruptif par rapport à une édition originale de Nuit Sonore. Mais en effet, effectivement, on l'a construite vraiment comme dans un contexte très spécifique où on ne pouvait pas réunir beaucoup de personnes, où on allait peut-être être assis. Donc on l'a construit vraiment sur à la fois une expérience nouvelle du festival, un peu alternative, c'est-à-dire une expérience où on va explorer d'autres temporalités. Là on était sur un format soirée, d'autres typologies artistiques, même si je dirais que les typologies plus posées, plus ambiantes, des esthétiques qui je dirais sont plus à même d'amener cette proposition assis pour le assis et scène avec le public, même si ça fait partie aussi de l'ADN du festival depuis le début et c'était pas une difficulté majeure dans le sens où on a toujours eu du live sur Nuit Sonore, on a eu des choses posées, des choses qui pourraient amener la position assis. On a d'ailleurs eu beaucoup de concerts assis dans notre histoire, mais en fait c'est tout ça qui a fait que on a proposé une édition un peu à part, hors série, c'est-à-dire qu'elle avait à la fois l'ADN du festival, le même lieu principal. On était sur 5 jours avec plusieurs scènes, mais sur un format un peu spécifique, assez novateur, avec effectivement un format de jour aussi gratuit, focus sur la scène locale, un événement qui s'est passé le matin avec Camion Bazar qui s'appelait Namasté Bazar. Voilà, plein de spécificités. Le festival finissait à 1h du matin. On avait cette scène aussi 360 degrés. C'était un peu un retour sur tout le travail qu'on a fait sur les arts numériques pendant des années. Et effectivement, retrouver une expérience un peu différente. Ça devait être même une expérience couchée à la base. Donc on est très content en tout cas. Cette édition hors CRL nous a permis d'expérimenter plein de choses qu'on n'aurait pas eu le loisir d'expérimenter en temps normal. Et pour nous, ça nous a fait aussi beaucoup de bien, paradoxalement. On a pu faire des choses qui nous serviront pour la suite. Nuit Sonore met une place centrale aux musiques indépendantes, aux musiques électroniques. Est-ce que pour vous c'est important de savoir d'où vient l'artiste, que c'est une musique indépendante, que c'est local et tout, ou en vrai juste il y a l'artiste, il kiffe sa musique et basta quoi. Autant dire que pour cet open air on ne connaît aucun artiste. Ouais, là on sait pas où on a mis les pieds. On a regardé un peu C'est un peu la surprise du coup, tu viens et tu la line-up, découvres, on a regardé la line-up, on connaissait rien, on savait juste qu'on allait passer un bon moment. boire une petite bière avant le Voilà. soleil. Après si on découvre des petites pépites c'est cool quoi. On gardera les noms quoi. Non, ça moi je suis d'accord, moi je trouve que c'est important de savoir qui mixe et pourquoi et comment ils mixent leur son. Moi, ce que j'aime bien au Nuit Sonore, c'est qu'au moins, ils vont promouvoir des artistes locaux et qui peuvent, on va dire, un peu montrer ce qu'ils valent, avoir vraiment leur chance dans vraiment un event ultra connu. Moi, je trouve ça trop bien et ouais, j'adhère de fou. Ouais. Nuit Sonore, ça met une place très importante aux artistes indépendants et aux musiques indépendantes. Qu'est-ce que c'est pour toi un artiste indépendant ? Pourquoi est-ce qu'il y a une place aussi importante aussi à Nuit Sonore aux artistes indépendants ? Je dirais un artiste indépendant, c'est qu'il y ait une parole indépendante avec pour objectif, effectivement, dans son processus de création, de dire quelque chose. De dire quelque chose de ses contemporains, de la musique en soi, de sa propre esthétique, de lui-même. C'est d'avoir un message singulier. Aujourd'hui, pour moi, il est en opposition avec un message édulcoré, qui ne veut rien dire, qui a très peu de sens, qui est juste là pour vendre, qui est un peu, on va dire, sans odeur, quoi, insipide. C'est pour moi là la différence c'est ce qui fait la spécificité d'un artiste indépendant. Alors après, ces artistes indépendants qui sont un peu crossover. Qui s'expriment finalement. Oui, voilà. C'est en tout cas indépendant dans son expression artistique. Tout à fait. On a remarqué aussi que pour Artifarty Nuit Sonore, il y avait une importance d'égalité et d'être anti-discrimination. On a vu le label Unisseur qui était bien présent. On a vu également des affiches à Hit avec des personnes, des femmes voilées, des personnes asiatiques, européennes, etc. On a vu également une grande place pour les LGBT et les drag queens. Est-ce que pour vous c'est important cette question d'égalité et d'être anti-discrimination ? Évidemment, c'est des questions qui sont présentes depuis quand même très longtemps. Je dirais que cette année, il y a eu... c'est des questions qu'on mature. Et alors, il y a plusieurs questions en une dans ce dont tu me parles. Effectivement, il y a la question de la mixité, de la représentativité des genres.
Aujourd'hui, notamment avec le travail qu'on fait au sucre au quotidien, parce que l'avantage du sucre, c'est que ça nous permet d'être notre laboratoire au quotidien, et Nuit Sonore, c'est un peu on va dire l'aboutissement de ce travail-là. Il y a un vrai travail qui est fait avec en tout cas les communautés LGBT. On a un festival qui s'appelle Intérieur Queer, qui est dédié à ces cultures justement queer depuis 3 ans. Donc petit à petit, effectivement, on s'est aperçu qu'en mettant des conditions d'ouverture, en montrant patte blanche, quelque part, la communauté elle allait plus facilement venir, et en lui proposant d'organiser elle-même des événements, en proposant un contenu qui parle justement avec ces éditoriaux-là. Aujourd'hui, pour nous, c'est très important d'avoir aussi sur scène une représentativité des genres, avec effectivement des personnes trans ou travestis, enfin voilà, et d'aller sur ces cultures-là. Ça, c'est une chose. Après, il y a effectivement la culture, il y a la question du consentement, qui est effectivement là plus de l'ordre de travailler en plus sur le comportement des publics. Je pense qu'aujourd'hui, trop longtemps, la nuit a été aussi un terrain d'agression sexuelle. On a vu les affiches, ouais, non. Voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ouais. il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je pense que tous les grands sujets de société, c'est intéressant en ce moment, et c'était très important. C'est devenu un sujet central avec MeToo, avec ces questions-là. Et puis il y a la question de la parité. Effectivement, cette année, on a réussi à avoir une forme de parité presque. On est à 48-52, qu'on a réussi à faire, mais grâce cette fois à la formation. Pendant tout le confinement, on a formé, alors on a fait de la discrimination, j'espère positive, mais on a donné des cours exclusivement à proposition cas des femmes, et on a retrouvé des élèves sur Nuit Sonore. Le travail qu'a fait Unitser est vraiment intéressant pour nous, parce qu'elle balise des nouveaux, on va dire, des nouveaux profils qui sont hyper importants pour nous à découvrir, en plus en local. Donc il y avait vraiment, cette année, on est rentré vraiment, je trouve, dans le cœur du sujet, on avance. C'est une question qui avance très vite en ce moment, mais voilà, qui est issue de beaucoup de problèmes. Et puis bon, il y a la question de la mixité. On a vu effectivement l'affaire George Floyd pendant le confinement aussi, qui a créé un séisme aussi sur la question de suprématisme blanc, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'aussi nous, on se positionne en tant qu'acteurs et on va dans notre position là-dessus. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment en recherche d'une mixité. Et en tout cas, on essaye, en tout cas, de montrer aussi cette mixité-là. Pas de manière artificielle, mais de montrer voilà, aussi les défaillances qu'on peut avoir sur le sujet. Et donc voilà, c'est des sujets qui nécessitent encore un très très long un travail de fond, mais en tout cas, on essaye avec Nuit Sonore de leur donner une résonance, puisque c'est un travail qui est un peu au cœur de nos préoccupations. On a vu aussi que ce festival était accessible aux personnes à mobilité réduite, aux PMR. L'importance pour vous de rendre ce festival accessible? C'est ce dont je te parlais. Voilà, c'est un travail qu'on a mené depuis très longtemps sur Nuit Sonore durable et solidaire. Depuis toujours, Nuit Sonore est accessible aux PMR? Non, pas depuis toujours, mais effectivement, à un moment, on va dire, cette rencontre avec cette communauté sourde et muette qui venait au festival, on a décidé avec eux de construire justement tout ce travail-là autour du handicap. Et puis, effectivement, avec des moyens économiques un peu plus importants, on allait chercher des financements aussi. Il faut savoir que s'il n'y a pas de financement, ça a un coût. Aujourd'hui, mettre une plateforme PMR, ça a un coût très important. Et aujourd'hui, voilà, pour nous, c'est vraiment important que ce public ait plutôt la possibilité de venir sur le festival dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on essaye de proposer maintenant. En sécurité? Oui, en sécurité. Pour cette 18e édition, et malgré une situation économique plutôt compliquée, Nuit Sonore a fait le choix, on a vu beaucoup à HIT surtout, de mettre en place des événements gratuits. Quelles ont été les raisons de la mise en place de ces événements gratuits, et est-ce que pour vous c'est important, la démocratisation culturelle? Je dirais que la gratuité, ça fait partie de l'ADN du festival. C'est ce qui nous a permis un peu de nous implanter dans la ville. Et je dirais, au niveau lyonnais, on est vraiment un événement populaire. Aujourd'hui, même les Lyonnais qui n'écoutent pas de la musique électronique ou qui ne se connaissent pas, ils connaissent Nuit Sonore. Et je pense que, effectivement, comme tu le dis, la gratuité, elle permet un accès très, très fort. On sait qu'en plus, dans notre secteur, dans notre champ, c'est un levier aussi public très fort. Là où, effectivement, la gratuité à l'opéra fonctionnerait peut-être moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans la musique électronique, ça amène tout de suite... alors, ça amène aussi des désagréments, faut le savoir. C'est qu'aujourd'hui, quelque part, la gratuité peut aussi dévaluer le contenu. C'est-à-dire, les gens se disent que c'est gratuit, donc... voilà, artistiquement, ils s'attendent un peu à tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas une reconnaissance. On le voit aussi sur
ce qu'on appelle le no-show sur nos invitations. Après, le gratuit a toujours fait partie de notre politique. C'est très important. Ça permet de découvrir aussi des Voilà, artistes. ça permet de découvrir des artistes. On sait qu'on parle à la jeunesse aussi. On ne parle pas qu'à une jeunesse qui a de l'argent. Et effectivement, il faut qu'il y en ait pour tout le monde et que tout le monde puisse avoir à un moment donné accès au festival. Tout à fait. Lors du Closing Day, on a entendu, on nous a dit que vous êtes passé entre les gouttes par rapport à cette situation sanitaire. Comment ça se passe une organisation d'un festival avec un gros budget? Nuit Sonore, c'est quand même un gros budget et c'est un gros festival, avec une situation si imprévisible et passer finalement entre les mailles du filet de la crise sanitaire, à l'heure où les cas reprennent. Aujourd'hui, ça a été un travail de longue haleine. Depuis le mois de septembre, on se prépare, on a mis en place une task force, on va dire le groupe qui travaille, le cœur de l'équipe qui travaille sur le projet, puisque tout l'écosystème travaille sur Nuit Sonore, était vraiment de mettre en place les conditions de production du festival en essayant de calculer sur quel timing minimum on avait besoin pour faire le festival. L'idée, c'était de savoir en combien de temps on pourrait le faire au minimum pour pouvoir justement avoir cette flexibilité dans l'année, sachant qu'on a décidé aussi de ne plus de se fixer comme date les dates originales du festival, c'est-à-dire le 12 mai jusqu'au 15 septembre à peu près, en se disant, voilà, Nuit Sonore, si on veut vraiment faire Nuit Sonore, il va falloir être très flexible. Donc ça veut dire qu'on ne va pas décider des dates 6 mois avant, puisque la situation était totalement imprévisible. Donc on va le faire selon les informations qu'on a, et on va fixer un temps, en combien de temps on va essayer de monter Nuit Sonore, alors en le pré-produisant d'une part. Alors on a pré-produit, je ne sais pas, 10 scénarios différents. Et voilà, à un moment donné, quand au mois de mars, le ministère de la Culture a annoncé que les festivals d'été seraient possibles en dessous de 5000 personnes par jour et assis, on s'est dit, voilà, elle est là notre fenêtre de tir, on y va. On a fixé, donc le début de l'été commençant en fin juin, on a fixé à fin juillet, en se disant on se laisse un petit laps de temps. In fine, ce qui s'est passé dans le déroulement, c'est qu'on a plutôt été dans une période où, au courant du mois de mai, juin et juillet, il y a eu petit à petit, effectivement, un relâchement de ces mesures sanitaires, donc qui nous faisait changer le scénario à chaque fois, qui nous ont fait faire à peu près beaucoup d'aménagements, mais bon, qui in fine ont permis qu'on puisse être debout sur le festival dans des conditions presque normales. Et in fine, effectivement, le festival est arrivé à un moment de la reprise épidémique. Donc vous voyez la difficulté, hein, on construit un festival à un moment T en 3-4 mois, on redescend, les mesures se relâchent, donc on est obligé de... Voilà. C'est compliqué de s'adapter comme ça en fonction des annonces. Oui, de passer de l'acier debout. Nous, on avait prévu des gradins, il faut décommander les gradins. À un moment, on nous dit, voilà, il faut attendre les décrets. Il y a des annonces politiques qui sont là, mais si les décrets, il faut qu'ils soient publiés, donc ils sont publiés 3 semaines après. Nous, on se base par rapport à ces décrets pour pouvoir faire l'événement. Après, on nous dit que c'est la préfecture qui doit valider. On prend rendez-vous avec la préfecture, ça prend 15 jours pour qu'ils nous valident la jauge. Le truc de passer d'acier à donc debout, on passe d'un truc, et au moment où on va faire le festival, il y a une reprise épidémique. Donc on était... c'est quelque part, c'est un petit peu... c'est un petit peu un coup de poker, quoi. Donc, tant mieux. Tant mieux, oui et non. Je dirais que voilà, on a un milieu professionnel avec des grands professionnels. Travailler dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. On l'a fait exceptionnellement cette année. On ne peut pas le refaire chaque année. On a eu de la chance. L'année, si on n'avait pas eu de chance, qu'est-ce qui serait passé? Enfin, là, on perdait énormément d'argent. Ça veut dire licenciement, choses comme ça. Donc, on dit qu'on est passé au fil du rasoir, mais pas avec la banane. Hein. Et ça a été lourd pendant le festival. Hein. La question de la reprise épidémique, quelques cas contacts. On s'est dit, voilà, ça va être compliqué. Et donc, in fine, bon, on est très content, mais ça s'est fait aussi dans la douleur. Notre média s'appelle C Carré, il est orienté culture urbaine. Quand je vous dis culture urbaine, est-ce que vous entendez quoi? Est-ce que c'est uniquement rap ou ça peut être d'autres choses? Non, c'est d'autres choses. C'est pas que du rap. Non, pour moi c'est musique électronique, un peu de tout, parce que ça vient vraiment de... Enfin, pour moi la musique, graffiti, ça se rassemble tout. Enfin, pour moi c'est tout ce qui vient de la street en fait. Ok. C'est ça. Non, c'est pas uniquement le rap. Ouais, c'est quoi pour toi la définition? Je pense que la définition de la culture urbaine, c'est juste ne pas accorder trop d'importance à l'image et au style très conforme
Et enfin détacher un peu le physique du social quoi. C'est pas parce que t'as un social élevé par exemple que tu dois mettre la petite chemise tous les week-ends et... Enfin plutôt ça. Ah ouais, C'est trop pour moi là. Ok. Question difficile, mais oui, enfin, pour moi, l'électro, c'est quand même de la culture urbaine parce que quand tu vois toutes les soirées qui sont organisées un petit peu underground et tout ça, il n'y a pas forcément de reste officiel pour. Moi le rap c'est autant underground que la techno tu vois. Des univers qui sont finalement pas si éloignés que ça. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour faire de l'électro. En fait. Ok. C'est vrai, ça se sent. Tu dis des belles choses. On a posé des questions au public de Nuit Sonore. On leur a demandé s'il y avait une opposition entre culture urbaine, parce que nous, notre média est très implanté dans le domaine de la culture urbaine, et puis musique électronique. On entend souvent culture urbaine égale rap. Et est-ce que c'est quelque chose qui est opposé entre musique électronique et musique techno? Non, pas du tout. Historiquement, alors ça dépend. Voilà, on ne peut pas déjà d'une résumer musique électronique, par exemple la techno. La musique électronique, c'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base des musiques électroniques et du hip-hop et du rap, il y a le sampling, par exemple, il y a le scratch, il y a plein de choses. Enfin, c'est des cultures, le dubplate. Je veux dire, le hip-hop fait partie de l'histoire des musiques électroniques. Les cultures urbaines ont leur propre histoire aussi, mais à un moment, elles se croisent et elles font partie quelque part, je dirais, pour moi, du même champ culturel. Quand j'étudie les musiques électroniques, je vais travailler évidemment sur les turntablistes qui font partie de ce champ-là. On travaille sur tout un champ du hip-hop, notamment des années 90. Alors après, il y a eu des divergences, mais ce qui est intéressant, il y a eu plein de formes hybrides. Notamment ce qui s'est sorti sur Ninja Tune dans les années 2000, sur Warp. Ça, je pourrais en citer des millions d'exemples. Et aujourd'hui, pour moi, le hip-hop, les musiques électroniques sont encore hybridées, quoi. Si on considère alors la musique électronique comme la technologie qui a amené une nouvelle écriture musicale, de ce fait-là, les cultures urbaines sont des musiques électroniques. Elles sont faites de la même manière que la musique électronique. Souvent, c'est les mêmes. Voilà, on utilise les mêmes outils, les mêmes instruments. Donc je dirais qu'aujourd'hui, moi, je fais absolument aucune opposition. Après, l'opposition, pour moi, elle est plutôt sur le caractère indépendant ou industriel de la musique, ou le côté, effectivement, on a une approche plutôt, quand je dis industrielle, variété, c'est-à-dire, voilà, et que ce soit les musiques électroniques ou dans le rap, on a des deux. On a à la fois des artistes indépendants qui ont une parole libre et des produits plutôt industrialisés, formatés, on va dire, par l'industrie. Et puis les lieux aussi de Nuit Sonore sont très urbains finalement. Ils ont une Fagor, c'est quelque chose qui est en plein dedans. Évidemment, on parle de la friche. Alors nous, dans la friche, il y a cette référence à la règle, mais il y a aussi la référence au hip-hop. Enfin, on a toujours eu des graffeurs qui étaient aussi des parties de l'équipe Céno du festival. La culture hip-hop, voilà, pour nous, on l'embrasse aussi. Voilà, j'ai fait venir Mos Def, MF Doom. Voilà, c'était partie du champ culturel qu'on travaille. Aujourd'hui, justement, on voit qu'il y a tout se rejoint, quoi. Voilà, on est une autre version de la culture urbaine, une autre version des musiques électroniques, mais qui ont toujours la même racine. Ça reste de la musique et ça reste de l'art au final. Ça, c'est plus que ça, hein. Ça veut dire que, comme je te disais, il y a des outils en commun, il y a une histoire commune. Il y a toujours des relations entre artistes, il y a une hybridation. À quel moment les musiques électroniques deviennent des musiques urbaines et inversement, voilà, la frontière est floue. Donc pour moi, voilà, j'arriverai même pas forcément à en fixer une très claire. Ouais. Eh bien, merci Pierre-Marie. Si on peut juste faire un petit signe C carré comme ça. Ça là, je suis sur un C carré là. Parfait. Merci beaucoup.